Hello, j'ai passé 24 heures dans la vie d'un vigneron et j'ai décidé de te raconter tout ce que j'ai pu apprendre. Allez, ça part. C'est dans le domaine des closiers que j'ai eu la chance de vivre cette expérience unique. C'est un domaine qui a été repris par Anatole Delabrosse en 2019 et qui se situe à Parnay, juste à côté de Saumur. Dans ce domaine, Anatole il fait du rouge et du blanc, majoritairement du rouge et une très bonne bouteille de blanc. Au début de ce projet, j'avais envie de découvrir ce que faisait un vigneron le week-end essentiellement. Et donc je suis allé dans ce domaine le samedi midi pour y repartir le dimanche soir. Et je voulais voir un petit peu à quel point sa vie était mêlée ou non à son activité de vigneron, ou si dans son week-end il y avait réellement une pause dans son travail. On va découvrir ensemble la réponse à ces différentes questions, mais on va d'abord revenir pour bien comprendre la vidéo sur comment est-ce qu'on fait du vin. La première étape pour faire du vin, c'est faire ce qu'on appelle les vendanges, c'est-à-dire qu'on récupère les grains qui sont dans les vignes et on va les sélectionner. Il y a deux types pour le faire, soit on le fait de manière manuelle, soit on le fait de manière mécanique. Mécanique, c'est la grosse machine qui arrive et qui récupère tous les grains, et pour la méthode manuelle, on vient sélectionner les différentes grappes de raisin. Vous vous doutez bien que plus la bouteille est prestigieuse, plus la vendange aura tendance à être faite de manière manuelle. Une fois qu'on a fini cette étape, il vient alors les grappages. Les grappages, c'est ce qu'on appelle la sélection des différents raisins. Donc on a des domaines qui viennent sélectionner les raisins et globalement enlever ceux qui sont verts ou ceux qui sont un petit peu pourris. La prochaine étape, c'est de faire ce qu'on appelle la fermentation, c'est-à-dire qu'on va transformer le sucre qu'il y a dans le raisin en alcool. Et pour ça, on met le vin dans des grandes cuves pour qu'il puisse avoir le temps de fermenter. Ensuite, une fois qu'il a fermenté, on va le presser, c'est-à-dire qu'on va enlever tous les grains, toute la peau des raisins, etc. pour ne laisser que le jus. Une fois qu'on a ce jus-là, on va faire ce qu'on appelle le vieillissement. C'est-à-dire qu'on va déplacer le jus des grosses cuves en inox pour le mettre, dans certains domaines, dans des barriques. Ces barriques, elles sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont en bois et donc il va y avoir un échange entre le liquide à l'intérieur et le bois qui va donner un certain goût au vin. Et enfin, après avoir attendu une période donnée qui dépend du vin et des domaines, on va faire ce qu'on appelle la mise en bouteille, c'est-à-dire qu'on va prendre le liquide et on va le mettre en bouteille. Une fois qu'il est mis en bouteille, on va stocker les bouteilles et à Saumur, il y a une petite particularité, c'est qu'on fait ça dans des troglodytes qui permettent de garder les bouteilles à une température ambiante parfaite pour le vin, à savoir à peu près 12 degrés. Ces bouteilles, elles sont stockées sans les étiquettes et on va voir juste après comment est-ce qu'on procède à l'étiquetage des différentes bouteilles. Alors il faut savoir qu'au moment de ma venue, on est en juin et donc au niveau du mois de juin, il y a ce qu'on appelle le début du bourgeonnage. Le bourgeonnage, en fait, c'est la plante qui se crée sur la vigne et qui va donner naissance ensuite aux différentes grappes de raisin. Cet élément-là, il est important parce qu'on va voir par la suite que les intempéries peuvent avoir un impact sur ces différents bourgeons. Les vignerons, ils sont souvent situés dans des villes de petite taille, voire de taille moyenne, et donc tout le monde se connaît à l'intérieur. Là où j'étais, la tradition, c'est de prendre l'apéro chez Vadé afin de déguster une bonne bouteille de vin autour d'une planche de charcuterie et des fameux escargots si précieux à la région. Sauf qu'au moment de prendre ce verre, le temps s'est un peu gâté et je vais vous dire en fait qu'il y a trois grandes bêtes noires pour les vignerons, c'est la météo, les maladies et les animaux. La météo, ça peut détruire des vignes. Les maladies, ça peut aussi détruire les vignes. Et les animaux, ils mangent les grappes de raisin. Donc là, dans l'après-midi, le temps s'est gâté et il y a même eu de la grêle. Et la grêle, c'est la pire intempérie pour un vigneron parce que justement, ça peut détruire ses bourgeons. Et là, on était à un moment critique de la création du vin, là où il fallait justement protéger ses bourgeons pour qu'ils donnent des belles grappes de raisin. Alors, il y a une notion intéressante en météorologie, c'est ce qu'on appelle les topoclimats et les microclimats. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un endroit à un autre, on peut ne pas avoir la même météo. C'est-à-dire qu'il peut grêler à un endroit et pas dans un autre. Les topoclimats, c'est à l'échelle d'1 mètre, alors que les microclimats, c'est à l'échelle d'une ville. Et là, on l'a observé de manière incroyable dans le sens où, en fait, entre deux parcelles, il y avait une parcelle où il y avait eu de la grêle et une autre parcelle où il n'y avait pas eu de grêle. Donc, les vignerons ont ensemble un moyen de communication, que ce soit WhatsApp ou des emails, où ils se donnent les informations quand il y a des intempéries pour qu'ils puissent aller checker les vignes et voir si leur parcelle a été impactée ou non. On est donc allé voir si la grêle avait touché les parcelles d'Anatole et de son domaine des closiers. Et heureusement pour lui, ces parcelles n'avaient pas été grandement touchées. Seule une petite portion, environ 5%, avait été touchée. Petit aparté culturel, patrimoine français oblige, on a quand même visité le château de Saumur, qui est un château magnifique. Et ça n'a rien à voir avec le vin, quoique il y a quand même des parcelles autour du château de Saumur
mais c'est pas vraiment des partiels entre guillemets sérieuses, c'est plus pour attirer l'œil des touristes. Faire du vin c'est bien, mais le vendre c'est mieux. Donc le lendemain, il m'a montré comment est-ce qu'on préparait une commande de A à Z. La première étape pour préparer une commande, c'est déjà de savoir quelle est la commande. Et pour ça, en fait, les vignerons, ils ont un logiciel qui leur permet de connaître toutes les commandes et ça leur permet aussi de gérer les factures, les stocks, etc., etc. Une fois qu'il avait identifié la commande qu'il fallait préparer pour le lundi matin, première heure, on est allé la faire. Et donc, pour faire une commande et pour la préparer, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord de récupérer les bouteilles et de les étiqueter. Donc la bouteille, sur ce banc, on va lui effectuer deux actions. La première, c'est qu'on va lui mettre son capuchon, qui est serti autour de la bouteille, donc on ne peut pas l'enlever. Et ensuite, on va l'étiqueter. Et donc pour ça, on choisit en fonction de la bouteille l'étiquetage. Là, dans la vidéo que vous voyez actuellement sur l'écran, il n'y avait pas les bonnes étiquettes et les bouteilles avaient déjà été étiquetées. Je voulais vous montrer un petit peu le principe. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre les bouteilles dans des caisses de 2x3, donc en hauteur, c'est les caisses les plus communes, ou bien de 6x1, donc une seule ligne, une seule caisse. Là, Anatole, il a fait le choix de prendre une caisse 6x1 parce que ça s'écrase moins quand il y en a beaucoup et quand il y a des grosses commandes, sachant que lui, il travaille exclusivement avec des restaurants, donc ce sont des grosses commandes. Une fois qu'on a fait ça, il faut emballer le tout et on met un film autour des bouteilles pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème dans la livraison et que la livraison arrive bien d'un point A à un point B. Vous l'aurez compris, être vigneron, c'est une passion et son travail ne s'arrête pas le vendredi soir pour avoir un long week-end. C'est un travail à faire en continu. Je remercie énormément Anatole et le domaine des closiers pour m'avoir permis de réaliser cette expérience. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à mettre un like et à commenter la vidéo pour pouvoir en faire profiter un maximum de monde. À bientôt! Music Bed.